TF1, 20h avec Roger Giquel. L'action des communistes de l'aérospatiale contre TF1. Désapprouvé dans la plupart des partis et les syndicats, le président de TF1 explique pourquoi il porte plainte. Après la mini-guerre entre l'Égypte et la Libye, Arafat tente de réconcilier Sadat et Kadhafi. Double victoire française en Coupe Davis. Geoffrey et Proisy battent leurs adversaires roumains. Tour de France, Thévenet, vainqueur de l'étape contre la montre, consolide son maillot jaune. Bonsoir. Nous devons malheureusement commencer ce journal en parlant de nous, de cette édition de 20h de TF1 qui fut interrompue hier soir dès la première minute par plusieurs dizaines de militants communistes de l'aérospatiale qui prétendaient m'imposer la lecture d'un long communiqué sur le thème Concorde à New York. Bien malgré nous, cette interruption d'antenne pendant une demi-heure, cette grave atteinte portée au service public, j'insiste bien sur le mot public dans toute sa diversité, cette grave pression physique, quoique sans violence, exercée sur une équipe de journalistes, a fait que l'événement a été bien regrettablement créé hier soir sur cette antenne. Un événement qui a occupé aujourd'hui le devant de la scène politique et la une des journaux avec une réprobation quasi unanime depuis le gouvernement jusqu'aux téléspectateurs qui nous l'ont largement témoigné, en passant par les partis politiques et de très nombreux syndicats. On peut dire ce soir que le Parti communiste est seul à justifier le coup de force contre TF1. Pour sa part, la CGT nationale n'a pas pris position. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure dans le détail les réactions avec Patrice Duhamel. Mais de toute façon, oui, on peut parler sans doute, comme le fait François, d'une tempête politique après le raid du PC dans notre studio. Une tempête qui pourrait ne pas être sans conséquences, au moins psychologiques, dans un premier temps. Permettez-moi de vous faire revivre cet événement dont vous n'avez vu que le tout début hier soir. Les caméras, d'abord interrompues, se sont remises en route pour filmer la scène au bout de quelques minutes. C'est Alain Chailloux qui commente les images. TF1, 20h avec Roger Giquel. Fin de la mutinerie de la prison espagnole de Carabanchel. 40 chars détruits. Apparaît alors Roger Giquel, qui, comme chaque soir, depuis plus de 2 ans et demi, s'apprête à présenter le journal de TF1. Pendant qu'il met la dernière main à ses notes, Jean-Claude Narcy, un étage plus haut, dans le calme d'une cabine de commentaires, commence à lire les titres de l'actualité. Titres visualisés sur l'écran par un enchaînement de diapositives à la droite du présentateur. Dès le premier titre, plusieurs hommes, venus d'on ne sait trop où, entourent tout à coup Roger Giquel stupéfait. Les téléspectateurs, eux, ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Les silhouettes qui s'agitent apparaissent en surimpression presque irréelle. C'est le début d'une occupation qui va durer une demi-heure. Dans le studio, où ils ont pénétré par la force, ils sont une cinquantaine de manifestants, bruyants, qui exigent la lecture d'un communiqué. Et cela, prétendent-ils, au nom de la liberté d'information. Ils brandissent des pancartes frappées du sigle du Parti communiste français et des sections syndicales de l'aérospatiale. Pancartes sur lesquelles on peut lire « Concorde à New York », « Pas de chaise électrique pour Concorde »,« Non au refus américain ». La régie prend alors la seule décision possible et coupe l'antenne. Dans le studio, c'est la cohue, la pagaille. Roger Giquel, indigné, déclare que cette intervention est inadmissible, parle même de s'en aller, sous les applaudissements des perturbateurs, et refuse de céder au chantage. Puis, calmé en apparence, il allume une cigarette et décide de traiter ceux qui l'assaillent de la seule manière qui s'impose, par une dignité impassible. Le directeur de l'information, Henri Marc, arrive à son tour sur le plateau. Il tente de discuter, il rappelle le nombre des émissions consacrées par TF1 à Concorde et à ses problèmes, et essaye de convaincre les envahisseurs de plier armes, bagages et calicots. Ces derniers refusent, s'incrustent et lisent tout haut le texte de leur communiqué. Peu avant 20h30, ils se décident tout de même à quitter le studio et à rentrer sagement chez eux en promettant de revenir. Qu'ajouter ce soir? Qu'on peut discuter, sans doute, sur la manière dont nous traitons l'information. Personne n'est parfait. L'objectivité est difficile. Les pressions parfois se manifestent. Mais rien, de toute façon, ne saurait justifier de telles méthodes. Voilà en tout cas une action malvenue au moment où la gauche se plaint perpétuellement des atteintes à la liberté d'expression dont se rendraient coupables toutes les chaînes de radio et de télévision. Une action
qui, comme le disait Roger Gicquel hier aux téléspectateurs, constitue une pression intolérable et nous sommes ici tous entièrement d'accord avec lui. Je vais encore une fois brièvement vous expliquer ma position personnelle, qui est aussi celle de la rédaction de TF1. Merci Alain Chailloux d'avoir précisé. Il est absolument impossible que je puisse imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, de céder à une action de cette nature, quel que soit le thème de la revendication et d'où qu'elle vienne. Ce ne sont pas seulement mes principes professionnels qui m'indiquent spontanément cette attitude, c'est mon tempérament et ma nature d'individu qui se veut libre autant que possible, surtout devant la force d'un groupe. Quant aux exigences qui nous étaient présentées, la lecture d'un communiqué sur le Concorde à New York, elles me paraissent encore maintenant parfaitement dérisoires. Nous avons consacré une journée d'antenne complète en janvier à l'entrée en ligne de cet avion. Puis 25 reportages depuis le mois de juin dernier, sans parler des commentaires en faveur du Concorde qui viennent presque quotidiennement, et surtout en ce moment, avec la décision qu'on attend à New York, dans ce journal. Il est donc malvenu de nous reprocher notre silence, comme le fait encore d'une manière pour moi tout à fait ahurissante l'Humanité de ce matin, en titrant « Concorde interdit de télé ». En outre, et c'est le dernier point important, nous n'avons jamais eu connaissance, avant l'irruption des communistes de l'aérospatiale dans ce studio, du texte dont ils exigeaient la diffusion. Habituellement, quand le Parti communiste, comme toute autre formation, veut faire savoir quelque chose, elle sait parfaitement le faire. Elle organise des conférences de presse, elle diffuse largement ses communiqués et nous en avertit directement hier. La procédure habituelle n'a pas été employée, si bien que beaucoup de spécialistes de la politique française s'interrogent maintenant sur les raisons profondes de cette action, au moment où il y a sur le tapis vert des négociations pour l'actualisation du programme commun le dossier de l'information en cas de victoire de la gauche. S'il y a des aspects inquiétants dans l'affaire d'hier, il y a des aspects tout de même aussi assez mystérieux. Enfin, à propos de Concorde, la Direction générale de l'aérospatiale déplore les incidents d'hier en affirmant que la méthode employée ne sert ni la cause de Concorde qu'on prétendait défendre, ni l'image de marque de la société. Et cette mise au point, dit encore la direction de l'aérospatiale, n'est nullement opposable au fait que la Direction générale de la SNIAS regrette plus que tout autre les difficultés qui sont faites, notamment à New York, à la mise en exploitation normale de Concorde. Voilà pour les faits et leur contexte. Maintenant, leur prolongement, avec une déclaration de Jean Cazeneuve, président de TF1. Téléspectatrices, téléspectateurs, un événement grave s'est produit hier soir. Notre journal télévisé a été retardé d'une demi-heure, comme certains d'entre vous ont pu le constater, parce que le studio de TF1 était envahi par un groupe de manifestants se réclamant du Parti communiste et exigeant que soit lue une déclaration rédigée par eux. Je tiens tout d'abord à dire mes regrets aux téléspectateurs pour la perturbation que cela a entraîné dans nos programmes de la soirée et à féliciter publiquement les journalistes de TF1, en particulier Roger Gicquel, pour leur sang-froid et leur dignité. Au nom de la Société nationale TF1, j'élève d'autre part une très vive protestation contre cette agression dont nous avons été les victimes. Je le fais en dehors de toute considération politique, uniquement au nom d'un principe. Et ma position serait exactement la même, croyez-le bien, quelle que soit l'origine et quel que soit le prétexte de l'attaque. Il y aura toujours, quoi qu'on fasse, des personnes qui auront envie de faire passer un message, de lire une déclaration devant les caméras. Mais imaginez ce que deviendrait la liberté de l'information, et même la télévision tout simplement, si des groupes en prenaient prétexte pour faire irruption dans les studios et y dicter leurs lois. Ce serait le règne de l'arbitraire et de la violence. C'est pourquoi, ayant à veiller sur le fonctionnement normal de la télévision, sur l'intérêt des spectateurs et sur la sécurité d'un service public, mon devoir était de porter plainte contre ce coup de force et de mettre en évidence devant vous la très lourde responsabilité que prennent ceux qui entravent la liberté des journalistes
c'est-à-dire en fin de compte la liberté tout court. Donc le président Cazeneuve a porté plainte et le procureur de la République de Paris a ouvert aujourd'hui une information contre X. On précise que cette information a été ouverte en application de l'article 184 du Code pénal qui réprime quiconque se sera introduit à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes dans un lieu affecté à un service public de caractère administratif, scientifique ou culturel. Les cellules communistes de l'aérospatiale ont adressé aujourd'hui une lettre au président de TF1. Elles parlent d'une opération concertée qui vise à dénaturer leur action d'hier pour sauver Concorde en la présentant comme une atteinte à la liberté d'information et affirment que rien n'est plus faux. Hier soir, dit cette lettre, il ne s'agissait pas de contester à un journaliste le droit d'exercer son métier. Ce qui était contesté, c'était la prétention du gouvernement de se présenter comme le défenseur du droit à l'information. Je lis encore un passage de cette lettre. Depuis des mois, certaines de nos organisations syndicales ont demandé la possibilité d'exprimer leur point de vue à la télévision. Ce droit leur a été et leur demeure refusé. Ici, je vous renvoie tout de même à nouveau aux nombreuses citations qui ont été faites sur cette antenne de ces positions syndicales et à propos desquelles on a même pu parler à un moment donné d'union sacrée en France autour du Concorde. Cela dit, dès hier soir, le Premier ministre a demandé l'ouverture d'une enquête lui aussi sur les incidents de TF1. Il s'agit d'une atteinte intolérable à l'information et d'une action visant à utiliser le service public à des fins partisanes, disait le communiqué. Tous les partis politiques ont réagi, le RPR pour sa part se contentant de s'associer à la protestation du Premier ministre et indiquant qu'il fera connaître son point de vue de manière plus précise et plus détaillée sur la liberté de l'information ultérieurement. Mais pour moi, le communiqué le plus important ce soir, sans doute, c'est celui d'Henri Noguer, président de la Ligue des droits de l'homme. Je pense, dit-il, qu'aucun démocrate conséquent, aucun défenseur des droits fondamentaux, des libertés essentielles, ne doit accepter de telles méthodes. La Ligue des droits de l'homme, pour sa part, ne trouve aucune excuse aux auteurs d'une tentative de coup de force que rien ne justifie. Les réactions des partis politiques maintenant, Patrice Duhamel. Oui, eh bien tous les partis politiques, les communistes exceptés bien sûr, condamnent l'occupation d'hier soir. Pour la majorité, cette condamnation est sévère et rigoureuse. Cet incident donne un aperçu de la manière dont les communistes agiraient s'ils arrivaient au pouvoir, explique par exemple le CDS. Et pour Jean-Pierre Soisson, le PC utilise ses méthodes traditionnelles d'intimidation. Au nom du Parti socialiste, poursuit le secrétaire général du Parti républicain. Claude Estier déclare qu'il faut défendre l'information en France. Il a raison, il faut la défendre contre ses alliés communistes. À noter encore, pour la majorité, une déclaration d'Éric Interman, socialiste démocrate, pour qui l'occupation de TF1 préfigure ce qui pourrait arriver si l'alliance socialiste-communiste l'emportait en 1978. Une déclaration du Parti radical qui constate, je le cite, que le Parti communiste prouve de façon claire et musclée ses intentions quant à l'actualisation du programme commun sur la liberté de l'information. Et puis Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur, remercie le Parti socialiste d'avoir montré son vrai visage. Du côté de l'opposition, radicaux de gauche et socialistes dénoncent également cette occupation, mais en même temps, ils mettent en cause l'information télévisée. C'est ce que fait François Loncle pour les radicaux de gauche, c'est ce que fait également Claude Estier pour le Parti socialiste. Le porte-parole de François Mitterrand condamne donc l'action des militants communistes. Il souligne que la défense de la liberté de l'information ne passe pas par des opérations de commando. Mais Claude Estier indique aussi que François Mitterrand n'a jamais été interviewé par TF1 depuis le 12 mai dernier et le congrès du Parti socialiste. C'est une mise en cause que nous ne pouvons laisser passer ce soir, comme nous l'avons fait dans notre édition de 13h. Tous les téléspectateurs savent parfaitement que le numéro 1 socialiste s'est exprimé, interview ou déclaration, à plusieurs reprises sur TF1 depuis le 12 mai, il y a quelques jours encore, largement et tout à fait normalement, à l'occasion de sa conférence de presse. Et nous avons demandé, il y a plusieurs semaines, que François Mitterrand nous accorde au cours de l'été une importante interview du même type que celle que Georges Marchais nous a accordée et que nous avons diffusée dimanche dernier. Voilà pour cette mise au point, l'essentiel de la réaction socialiste étant bien entendu la condamnation de l'opération communiste. Et voilà pour l'essentiel des réactions politiques. Oui, alors maintenant, les syndicats sauf la CGT. C'est ça, parce que la CGT n'a publié aucun commentaire à la suite de cette opération. Et puis, il faut reconnaître que tous les autres syndicats l'ont fait et tous les autres syndicats déplorent cette initiative du Parti communiste. C'est le cas du syndicat national des journalistes, de la CFDT et de la FEN qui mettent aussi en cause la radio-télévision nationale. La Fédération de l'éducation nationale demande que ceux qui se réclament du progrès social et des libertés fassent preuve de plus de sang-froid et de plus de maturité. La CFDT indique que la lutte des travailleurs pour une information complète, exacte et pluraliste et pour une télévision assurant un rôle de réel service public ne peut en aucun cas passer par les moyens employés jeudi soir à
TF1. Quant au syndicat Force ouvrière, il ne saurait admettre des pratiques qui, dans les années d'après-guerre, ont provoqué la scission syndicale et qui préfigurent ce qui pourrait un jour se reproduire. On ne peut pas, dans le même temps, ajoute Force ouvrière, discourir sur la démocratie et user de méthodes qui la détruisent. Pour terminer sur l'ensemble des réactions, il faut noter que la presse évoque largement cette affaire, à quelques très rares exceptions près, dont bien sûr l'Humanité. Nos confrères de la presse écrite ou de la radio condamnent l'occupation de TF1 par les militants communistes de l'aérospatiale, une occupation qui au total suscite donc une réprobation quasi unanime, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et en ce qui nous concerne, rien de changé pour nous, dans notre volonté, même mal comprise par certains, même si elle est niée par d'autres, d'assumer au mieux le principe de l'honnêteté de l'information, compte tenu de la diversité des courants de pensée et des opinions. Et naturellement, il n'y aurait rien de changé non plus dans notre attitude, au cas où une pression de ce type ou d'un autre viendrait à s'exercer contre nous. La mini-guerre, si j'ose dire, entre l'Égypte et la Libye semble être terminée. Il n'y a pas eu de nouveaux affrontements aujourd'hui et on considère dans les capitales arabes que ce conflit n'est qu'un incident gros tout de même, frontalier, qui ne risque pas de dégénérer en guerre ouverte. Tant au Caire qu'à Tripoli, on se rejette bien sûr la responsabilité. Tant chez Sadat que chez le colonel Kadhafi, on accuse le voisin d'avoir engagé les hostilités. Il est vrai qu'entre les deux chefs d'État, rien n'allait plus depuis longtemps, au moins depuis la guerre d'octobre en 1973. Un homme va peut-être apaiser les esprits. Yasser Arafat, le leader de l'OLP, le chef des Palestiniens qui était à Alexandrie hier, se retrouve aujourd'hui chez Kadhafi. C'est bien la première fois que M. Arafat joue le rôle de M. Bonzoffice, Ladislas de Hoyos. Oui, Yasser Arafat fait la navette entre Sadat et Kadhafi pour transmettre quoi? Eh bien l'inquiétude de la plupart des pays arabes. Les pays arabes qui, malgré leur méfiance à l'égard de la prochaine conférence de la paix, ne veulent pas en tout cas donner l'exemple de la division, surtout entre deux pays qui avaient rêvé un moment de fusionner, et oui, il y a quelques années de cela. Yasser Arafat a sans doute profité des circonstances pour se proposer comme médiateur, puisqu'il était à Alexandrie quand le conflit a éclaté, mais il n'en demeure pas moins que cette nouvelle mission prouve, si besoin était, que Arafat a encore pris de l'envergure à l'approche des négociations de Genève. Sur le terrain, la balle est dans le camp égyptien, non seulement parce que l'Égypte vient de remporter sur son voisin un succès militaire, ne serait-ce qu'en détruisant 42 chars, mais surtout parce que Sadat parle très solennellement ce soir à l'occasion du 25e anniversaire de la révolution égyptienne. Parmi les premiers à féliciter Sadat, le président soudanais Nimeri, qui se plaint lui aussi des Libyens. D'ailleurs, cette partie de l'Afrique est sous pression. Tenez, Djibouti, convoité par l'Éthiopie. La Somalie, qui vient de signer une alliance avec le régime saoudien au détriment des soviétiques, les fameux conseillers soviétiques qui vont progressivement quitter le pays, renvoyés comme chez l'Égyptien Sadat. Et puis il y a aussi le Soudan, qui a maille à partir avec la Libye et qui s'en est plaint à la dernière conférence de l'OUA. Et puis il y a aussi le Tchad, qui reproche au colonel Kadhafi d'aider les rebelles Toubou dans le Tibesti. Et puis il y a aussi l'affaire du Sahara, qui met en jeu des intérêts marocains, mauritaniens et algériens. C'est dire à quel point ce nouveau conflit a inquiété les pays méditerranéens. En ligne, notre envoyé spécial à Beyrouth, Guy Sartoulet. Un défi à l'unité arabe, guerre fratricide, c'est un pas en arrière dans la solidarité. Ce sont les gros titres de la presse au Proche-Orient, choqués par la violence de l'incident entre l'Égypte et la Libye, au moment même où ce monde arabe a besoin de toutes ses forces pour contrecarrer, je cite, l'agression sioniste. Oui. Allégresse à Pékin. En quelques minutes, la ville a retenti des cris poussés en l'honneur de Deng Xiaoping. Des cortèges se sont dirigés vers le centre de la ville. Les monuments se sont illuminés, les sirènes des locomotives et les klaxons des voitures ont retenti. C'est la deuxième résurrection politique de M. Teng. La première date de 1973, quand il fut nommé vice-premier ministre, alors qu'en 1967, il avait été évincé du poste de secrétaire général du parti. Et puis, à la mort de Chou En-lai, on a vu se développer la critique officielle contre Teng pour déviationnisme de droite. On lui a même mis sur le dos la responsabilité des violents incidents de la place Tiananmen en avril de l'année dernière. Et aujourd'hui, Deng Xiaoping est rétabli dans toutes ses fonctions de vice-premier ministre à chef d'état-major de l'armée populaire. On croit comprendre que sa carrière est repartie vers les sommets. Jacqueline Dubois. Partisan des méthodes de discipline, de travail et d'autorité, Deng Xiaoping a réussi un tour de force. Jeté plusieurs fois dans les poubelles de l'histoire, il refait surface. Il réintègre tous les postes qu'il occupait avant sa chute. En fait, on savait déjà avant la mort de Mao que la période romantique de la Révolution,
que les idées de la révolution culturelle avaient vécu. On savait que la Chine allait s'engager dans une voie nouvelle, qu'elle adopterait les idées de Deng Xiaoping, ce vétéran de la longue marche, ce politicien, cet administrateur habile, qui préconise depuis l'avènement de la République populaire l'industrialisation et le développement économique de son pays. On le savait, mais les idées anciennes sont tenaces, et on ne jette pas un vice-premier ministre dans une trappe en l'accusant de tous les crimes pour le ressortir aussitôt sans aucune explication. Plusieurs mois étaient nécessaires pour préparer l'opinion publique au retour de celui qui demain sera sans doute l'homme fort du régime. Maintenant, c'est chose faite. La Chine va mettre des bouchées doubles pour s'efforcer de devenir, comme l'a prédit Zhou Enlai, une grande puissance avant la fin du siècle. Le hold-up sanglant au club méditerranéen de Corfou, longtemps et malgré les enquêtes de 5 polices internationales, on a nagé, c'est le cas de le dire, en pleine Méditerranée, en pleine énigme policière, mais petit à petit, les éléments du puzzle se mettent en place. D'abord, le journaliste italien Alessio Monseles, qui se trouvait sur l'Alexia, le bateau à bord duquel les gangsters se sont enfuis après leur hold-up contre le club méditerranéen, a été retrouvé à Rome et inculpé de complicité. Il n'était pas retenu en otage comme on l'avait cru au départ. C'est volontairement qu'il aurait aidé les gangsters à fuir. Deuxième élément, le bateau a été retrouvé à Split, en Yougoslavie. Enfin, on signale que les 3 auteurs du hold-up courent toujours, mais qu'ils auraient été repérés. Et à leur arrivée à Rome, le journaliste italien et son ami ont répondu aux interviews qu'ils avaient bel et bien été pris en otage. Ho avuto paura di morire, va bene, è sufficiente? Ma perché avete avuto paura di morire? Perché ho avuto una pistola puntata contro la tempia, ecco perché ho avuto paura di morire. Quanto tempo siete stati insieme ai delinquenti? Credo 3 giorni, 3 giorni, sì. E quando vi hanno rilasciato? Martedì. Non teme di essere incriminato? Voilà, en bref, les autres nouvelles de ce journal avec vous, Jean-Claude Narcy. Menahem Begin est satisfait de ses entretiens avec Jimmy Carter. Il l'a déclaré devant les sénateurs américains pro-israéliens, puis plus tard, en présence de 2000 personnalités israélites de New York. Les soviétiques, eux, estiment que les conditions imposées par le Premier ministre israélien à la reprise de la conférence de Genève sur le Proche-Orient sont inadmissibles. Le roi Juan Carlos, dans son message de la couronne, a déclaré « La démocratie a commencé, la souveraineté du peuple espagnol est désormais reconnue ». Ces paroles ont été prononcées par le souverain ce matin à l'occasion de l'ouverture de la législature des premières Cortes démocratiques de la nouvelle monarchie espagnole. La cérémonie s'est déroulée en présence des députés, des sénateurs et de leurs familles. Coopérants français en URSS, les soviétiques s'apprêtent à revenir sur leur décision de ne pas renouveler les visas de 6 coopérants. Dans les milieux diplomatiques, on précise que les visas seraient assortis d'un changement de poste d'une ville à une autre. Difficulté pour Monseigneur Lefebvre en Argentine. À Buenos Aires, l'évêque traditionnaliste s'est vu interdire par la police l'accès d'un local privé où il devait célébrer une messe. Les sympathisants argentins de Monseigneur Lefebvre ont protesté devant la justice et réclament le respect du libre exercice du culte. C'est un accueil mitigé, vous le voyez, que rencontre quelquefois Monseigneur Lefebvre dans certains pays de cette partie du monde. Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre en hausse au dernier sondage IFOP François. 48% de satisfaits pour le président de la République contre 46% en juin. Pour le Premier ministre, 42% contre 40%. Le président Giscard d'Estaing à Pierre-Latte le vendredi 29 juillet prochain pour y visiter les installations nucléaires secrètes. Nouveau ballon d'oxygène pour les petites et moyennes entreprises qui exportent. Raymond Barre a décidé d'augmenter de 500 millions de francs l'enveloppe des crédits à l'exportation. Cette aide, bien accueillie par le CNPF, contribuera à encourager les petites et moyennes entreprises à investir plus, alors que les grandes entreprises, en revanche, semblent ne plus attendre maintenant pour s'agrandir ou se moderniser. Crédit Lyonnais, la grève des personnels des centres d'informatique se durcit. Selon les syndicats, 6 à 7 millions de chèques sont en suspens. Certains clients n'ont pas de carnet de chèques pour partir en vacances, ce qui leur pose bien sûr des problèmes. Coup de feu contre une rame du RER, Nation Boissy-Saint-Léger aujourd'hui. Alors que le convoi circulait dans la localité de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, les tireurs ont brisé des vitres, fort heureusement sans blesser de voyageurs.
Natation, la deuxième journée des championnats de France qui se déroule au Stade Valeret à Paris a été marquée par la chute de deux nouveaux records de France, celui de Véronique Fernandez sur 400 mètres nage libre en 4 minutes 29 secondes 3 et sur 200 mètres 4 nages par Gilles Plançon en 2 minutes 11 secondes 7. Enfin, dimanche prochain, le tiercé se déplace à Maisons-Laffitte. Les 3 ans du handicap prix du Perret s'affronteront sur 2600 mètres. Ils seront 20 au départ. Alors vous avez rendez-vous comme d'habitude avec André Théron et ses chevaux demain dans le journal de 13h. Le temps, eh bien, les températures grimpent de nouveau. 23 à Tours, par exemple, au début de l'après-midi, et toujours 27 le long de la Méditerranée. Mais les nuages restent abondants sur le nord de la France. Demain, la hausse des températures se poursuivra et les éclaircies seront le plus souvent assez belles, plus particulièrement dans le midi méditerranéen. Cependant, le ciel restera couvert tout de même près de la Manche. Les nuages ne se disloqueront que partiellement l'après-midi. Et dimanche, le temps deviendra orageux sur la moitié nord du pays. Ce n'est déjà plus tout à fait le vrai beau temps qui était prévu et que je vous avais annoncé. Exploit pour François Geoffrey et pour Patrick Proisy. Devant 8000 spectateurs cet après-midi à Roland-Garros, Geoffrey a fini par triompher de Nastase, le terrible gentil roumain. Et pourtant, c'était mal parti pour le Français. Il a perdu les 2 premiers sets, 3-6, 0-6. Il a gagné les 3 autres, 6-4, 6-3, 6-1. Un retournement de situation bien de chez nous. Et puis, c'est vraiment bien parti pour la France dans cette Coupe Davis. Proisy, à son tour, a battu ensuite le Roumain Arado. Pierre Cangioni. Déjà battu dans le premier set, François Geoffrey, dépassé par le jeu brillant du Roumain Nastase, n'avait pu marquer aucun jeu au cours de la deuxième manche. François Geoffrey, véritable naufragé en détresse, avait même concédé son service à 7 reprises. Déjà, on s'apprêtait à excuser la défaite de ce valeureux serviteur du tennis français, et ses 35 ans fournissaient un prétexte crédible. Bref, on se croyait réduit à l'apologie du passé pour ses bons et loyaux services. Et puis au troisième set, l'espoir renaît. Geoffrey retrouve sa régularité, tandis que Nastase manifeste quelque énervement et commet quelques maladresses. On se réjouit alors que François Geoffrey ait évité l'humiliation d'une défaite en 3 manches, mais on n'ose pas formuler un pronostic favorable pour autant. Pourtant, dans les 2 derniers sets, le Français, on hésite à dire survolté, tant est grande son impassibilité, va dominer un Elie Nastase écœuré par cette force tranquille qui déjà l'a désarçonné en 1966 et 1974 chez lui à Bucarest. Vainqueur par 6-1 dans la 5e manche, François Geoffrey donne un point à la France et confirme sa réputation de gagneur, une réputation qui sera bientôt une légende. Le deuxième match de cette journée à Roland-Garros opposait Patrick Proisy, de face en ce moment, au numéro 2 roumain Dimitru Arado. Manifestement, Patrick Proisy avait des consignes, en l'occurrence, assurer tant que faire se peut. Autrement dit, ne pas compromettre l'acquis obtenu par l'exploit de son aîné François Geoffrey. Comme le jeu de Dimitru Arado ne paraît point briller par la fantaisie ou un quelconque sens de l'offensive, les échanges sans imagination paraissaient interminables. À ce jeu de défense, le Français se montrait pourtant le plus régulier et justifiait la confiance que lui avaient accordée les sélectionneurs, malgré quelques réticences rencontrées chez certains spécialistes. En 3 sets gagnants, Patrick Proisy devait donner 2 points à la France, 2 points que l'on osait envisager à la fin de cette journée. Thévenet, Geoffrey, Proisy, 3 éclairs dans la grisaille du sport français qui devrait se débarrasser de temps à autre de sa morosité chronique. Oui, c'est vrai, Pierre. Eh ben, Thévenet, le voilà. La poignée de seconde de Bernard Thévenet est devenue plus dense aujourd'hui, au prix d'un effort terrible, c'est vrai, dans une étape contre la montre accidentée et très dure. Mais désormais, ce n'est plus 8 secondes qui le séparent du Hollandais Kuiper, c'est multiplié par 4. C'est 36 secondes d'avance que Bernard a gagné à coups de pédalée rageuse. C'est d'ailleurs Bernard Thévenet qui a remporté l'étape contre la montre et il ferait vraiment un beau vainqueur du Tour à Paris dimanche. Vous voyez en ce moment Bernard Thévenet dans l'effort et vous allez le voir bientôt dans son interview après l'arrivée.
Bernard Thévenet, je crois que c'est la première fois que vous réalisez une telle performance dans une épreuve contre la montre. Êtes-vous satisfait par l'écart qui vous sépare de Kuiper, 28 secondes? Oh, satisfait, oui, évidemment. Si j'avais pu prendre une minute, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que là, je pense qu'avec une minute, j'aurais été à l'abri de pas mal de choses, même d'une crevaison, d'une chute ou d'un incident. J'aurais été pratiquement à l'abri, mais enfin, je n'ai pas pu prendre plus parce que Kuiper est quand même un bon coureur contre la montre. Enfin, je pense avoir fait un bon truc. Si mes souvenirs sont exacts, c'est la première fois que je remporte une étape contre la montre dans le Tour de France. Donc je pense avoir bien marché. Il faut dire que j'étais très motivé, déjà parce que j'ai le maillot, parce que j'avais une revanche à prendre sur Kuiper qui ne m'a pas tellement aidé, enfin qui s'est montré d'une façon un peu cavalière dans l'étape de l'Alpe d'Huez. Et puis surtout parce que je tenais tellement à remporter ce Tour de France. Voilà. Bonne soirée à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Dernier journal, Bruno Mazur à 23h. Merci.